Hello! Si vous êtes afropreneur et que vous voulez développer votre entreprise ou si vous voulez vous lancer dans une aventure entrepreneuriale, alors je vous dis bienvenue au podcast du village de l'afropreneuriat. Je m'appelle Blériot Checo et je suis afropreneur au sein d'Aperaf, une food tech spécialisée dans la cuisine africaine. J'espère que vous allez aimer cet épisode, j'espère que vous allez apprendre au moins un enseignement et si c'est le cas, je vous invite à partager, liker et commenter. Alors c'est parti, bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue au podcast du village de l'afropreneuriat. Pour cet épisode, je reçois Bouri Ndao, membre du CPA, le Conseil présidentiel pour l'Afrique, un collectif de personnes issues de la société civile choisi par le président Macron pour l'aider à repenser les relations Afrique-France. Bonjour Bouri. Bonjour Blériot, bonjour à tous, merci de me recevoir. Merci à toi d'avoir répondu présent à cet épisode de podcast. Comment tu vas? Eh bien écoute, ça va, à part que j'ai dû prendre la ligne 13. Effectivement, on est dans les studios de Upgrade Group qui produit ce podcast. On va discuter de toi, Bouri, on va discuter du CPA également et on va discuter de l'afropreneuriat de manière générale. Donc, ce que je vais te proposer, c'est un podcast en 3 parties. Dans un premier temps, on va parler de toi, qui tu es, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu as fait pour arriver jusque-là. On parlera du CPA où tu vas nous expliquer finalement qu'est-ce que le CPA concrètement et qu'est-ce que le CPA peut faire pour aider les entrepreneurs qui nous regardent pour cet épisode. Et enfin, on va discuter de l'afropreneuriat. Toi, quelle est ta définition de l'afropreneuriat? Je pense que tu es afropreneuse toi aussi. Les difficultés que tu ressens en tant qu'afropreneuse. Et les solutions aussi que tu peux proposer à des afropreneurs. Donc, je te propose de commencer par te présenter. Très bien. Bonjour, donc moi je suis Bouri Ndao, donc je suis ancienne banquière, je suis littéraire, je suis entrepreneuse et membre du Conseil présidentiel pour l'Afrique où je suis en charge de la thématique entrepreneuriat. Ok, Bouri. Comme je te disais, on va parler de toi d'abord pour la première partie de ce podcast. Tu viens d'où, Bouri? Où est-ce que tu as vécu jusque-là? Alors, écoute, moi je suis née au Sénégal, donc il y a quelques décennies de ça. Je suis née au Sénégal et je suis arrivée en France toute jeune. Je suis arrivée en France à l'âge de 5 ans. J'ai grandi dans les Yvelines. Ensuite, j'ai déménagé dans le cadre de mes études. J'ai déménagé dans le 95 à Cergy. Puis dans le 92 à peu loin d'ici. Puis maintenant, j'habite Paris. Donc en gros, je suis née au Sénégal et j'ai vécu principalement et uniquement d'ailleurs en région parisienne. Ok. Et tu as déménagé parce que, tu es venu en France parce que tes parents sont venus ou c'était dans un autre? Alors donc oui, en effet, alors la particularité effectivement, c'est que moi mes parents ont toujours vécu au Sénégal. Okay. Donc moi je suis arrivée accueillie par un oncle et une tante chez qui j'ai grandi et qui m'ont élevée comme leur fille, donc ce sont mes parents. Okay. Mon oncle et ma tante sont mes parents et donc leurs enfants, mes cousins cousines sont mes frères et sœurs. Okay. Donc j'ai cette particularité du coup d'avoir ma base familiale qui a toujours été au Sénégal. Et puis une autre partie de ma vie, de ma base familiale qui s'est opérée en France. Ok. Tu as dit que tu étais bancaire. Tu as commencé ta carrière directement dans ce secteur-là ou... Oui, alors j'ai commencé, ma carrière, effectivement, je l'ai commencé dans le secteur bancaire. Alors je te fais une petite confidence, c'est vrai que moi je rêvais d'être chef cuisinier. Jusqu'au bac, mon rêve c'était vraiment d'être chef cuisinier. Et j'ai postulé à toutes les écoles hôtelières possibles et imaginables en Ile-de-France. J'ai été acceptée, j'étais tellement motivée, c'était tellement mon rêve, mais qui malheureusement n'a pas pu se réaliser pour différentes raisons, notamment matérielles. Donc à partir de là, j'ai décidé effectivement que j'allais travailler dans la banque. Okay. Travailler dans la banque, mais avec le petit challenge de ne pas faire d'études financières. Donc j'étais passionnée par la littérature, c'est ce que je disais dans l'introduction, je suis littéraire, j'étais passionnée par la littérature, passionnée par les langues étrangères, et j'ai fait le pari de dire, en étudiant les langues étrangères, je vais trouver un travail dans la banque. Okay. Donc j'ai pris un petit peu un chemin de traverse, parce que c'était une époque aussi où en France, il y avait assez peu de gens qui parlaient des langues étrangères, en tout cas qui en parlaient beaucoup. Donc j'ai vraiment pris ce chemin de traverse en disant, la finalité, ça sera d'intégrer le secteur bancaire, donc riche de cette expérience-là. Et c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'en effet, donc à la suite de mon master de négociation commerciale internationale, donc on devait faire un stage de 6 mois, ce qui est assez classique en master. Donc j'ai intégré la banque, on a créé un stage en fait pour moi sur mesure pour répondre à des appels d'offres. Donc ça réunissait à la fois donc la compétence rédactionnelle, la compétence internationale, puisque c'était des appels d'offres en italien,
Et puis, donc, ça me permettait d'avoir un pied dans le secteur bancaire et plus spécifiquement la gestion d'actifs. Ok, très intéressant. On va revenir un peu à ce que tu nous as dit au départ. Donc, tu voulais être chef cuisinier, mais ça te donnait d'où cette... Ben, je pense qu'avec le recul et en analysant, c'était vraiment de dire, au travers de la cuisine, je trouve que tu arrives à toucher des choses que tu arrives peut-être pas à toucher par d'autres biais. Quand tu cuisines, il y a une part de toi. Déjà, il y a vraiment une volonté de ta part de donner quelque chose à l'autre. Il y a du partage. Tu partages, tu cuisines pas que pour toi, mais pour tous. Et au travers de ça, finalement, tu racontes une partie de ton histoire, une partie de qui tu es, une partie de tes racines au travers de la cuisine. Donc je pense que c'est vraiment ce qui m'intéressait, de pouvoir raconter quelque chose et de toucher au plus profond de l'être au travers de ça et de partager. Et en faisant ça, je pense qu'effectivement, tu arrives à tisser des passerelles beaucoup plus facilement parce qu'on aime tous manger. Particulièrement en France, on adore manger. Donc en faisant ça, je trouve que tu arrives à créer une passerelle qui est juste incroyable. Donc c'est vraiment ce qui me portait, la transmission, le partage et de tisser des liens entre les gens. Donc c'est vraiment ce qui me portait à aller vers ce secteur-là. Ok. Est-ce que tu cherches un responsable communication pour Apéra? Je trouve que tu es très, 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 très bonne sur le sujet. Okay. Et ça venait peut-être de tes parents ou c'est vraiment toi qui as... C'est vraiment moi qui... alors dans la famille, c'est vrai qu'on aimait, je pense qu'on aimait cuisiner. Mon grand-père cuisinait, en tout cas il était dans ce secteur-là. J'ai ma tante aussi qui a travaillé un temps dans la restauration collective. Et je sais pas, j'ai toujours aimé ce contact avec les produits, parce que ce qui est intéressant aussi dans la cuisine, c'est quoi? C'est d'aller chercher un produit, c'est aller chercher le produit, le valoriser, tu vois, lui faire raconter quelque chose, de révéler le potentiel qu'il y a derrière. Donc je pense que dans la famille, on a toujours eu cette chose-là de prendre des produits et de les valoriser, ou même des gens, enfin on est très tourné vers comment valoriser les choses et les rendre accessibles à tous en fait. Ok, non, c'est très intéressant. Moi, pour ma part, finalement, j'ai toujours aimé cuisiner, mais je l'ai appris beaucoup plus tard. Parce que, bon, moi, ayant grandi au Cameroun, en général, ce sont les femmes qui font la cuisine. Donc, c'est ma mère qui faisait la cuisine. Et de temps en temps, j'y allais, mais c'est vraiment après, c'est quand je me suis retrouvé seul en France à devoir moi-même cuisiner pour moi, que j'ai commencé à aimer le sujet. Est-ce qu'aujourd'hui, tu regrettes pas de ne pas avoir fait chef cuisinier? Pour être franche avec toi, cet été, après ce qu'on a vécu, avec cette période un petit peu de remise en question, je me suis vraiment posé la question. Je me suis posé la question en me disant, tiens, c'est vrai que ça me portait tellement, c'est-à-dire que pendant le confinement, écoute, je cuisinais tous les jours. Et je cuisinais des choses, je cuisinais des plats jamaïcains, brésiliens, asiatiques, sénégalais bien entendu, français, et j'ai passé énormément de temps à cuisiner, et c'est quelque chose qui me réjouit. Qui vraiment me correspond parfaitement et avec quoi je suis alignée. Donc je me suis posé la question et puis je me suis dit finalement je pense que les choses se font comme elles doivent se faire. C'est-à-dire que si à ce moment-là cette porte-là ne s'est pas ouverte, c'est qu'il y avait une bonne raison. Et parce qu'elle ne s'est pas ouverte, parce que cette voie-là ne s'est pas ouverte, plus exactement elle s'est refermée, en l'occurrence elle s'est bien fermée, pour des raisons indépendantes de ma volonté, avec l'âge, avec le recul, je vois ça plutôt comme un message qui m'était envoyé pour dire écoute, c'est pas ta voie, en tout cas pas tout de suite. Fais d'autres choses, et c'est parce que justement j'ai pas eu cette possibilité d'aller dans cette voie-là que j'ai exploré d'autres chemins, que j'ai exploré notamment donc les langues étrangères, etc., que je suis allée dans la banque, et c'est parce que j'ai suivi ce chemin-là qu'aujourd'hui je suis devant toi. Oui, exactement. Donc voilà, finalement les choses elles se sont faites comme elles devaient se faire, et puis je continue du coup à exercer cette passion autrement soit au contact de gens passionnés comme toi, soit effectivement en réalisant moi-même des tâches chez moi et en apprenant là-dessus. Et comment ton cerveau est passé de la cuisine à la finance? Ça c'était une gymnastique, d'autant que mes notes en maths étaient franchement, je me suis fâchée avec les maths au collège. Concrètement, quand on a commencé à me parler de vecteurs, j'ai décroché. J'ai pas compris, j'ai décroché. Parce que c'était trop abstrait, beaucoup trop abstrait. En revanche, lorsqu'on arrive à rendre les chiffres, les maths concrets, là j'arrive à m'y mettre parce que voilà, ça prend tout de suite un caractère plus incarné, ça me correspond. Effectivement, ce qui m'a permis, j'ai toujours eu, je pense, cette curiosité, cette volonté de découvrir plein de choses, de découvrir des langues complètement différentes, le japonais, le russe, l'arabe, qui pour le coup t'obligent à sortir de ta zone de confort, qui t'obligent à sortir de tes repères. Donc j'ai toujours eu cette appétence-là à aller vers des choses nouvelles.
Donc effectivement, la finance, c'est un vrai challenge, hein, mais j'ai eu la chance effectivement d'être dans ce stage-là où je rédigeais des appels d'offres et par la force des choses, tu es obligé d'apprendre les concepts qu'il y a derrière. Qu'est-ce qu'une action, une obligation, comment ça marche, les marchés financiers, pourquoi il faut investir sur tel marché plutôt qu'un autre. Et cette mécanique-là, cette gymnastique-là m'intéresse énormément. Et c'est quelque chose dans lequel j'arrive à me projeter. Donc ce n'est pas des chiffres pour des chiffres, auquel cas, moi ça ne me convient pas. Mais en effet, il y a eu beaucoup comment dirais-je, de travail pour acquérir tous ces concepts-là qui étaient nouveaux, qui n'étaient pas du tout dans ma zone de confort, énormément de travail, d'abnégation aussi, et puis finalement arriver à connecter ces choses-là qui ne sont pas forcément ton univers avec des choses qui te parlent en fait. Ok, non, je comprends tout à fait. En plus, c'est très intéressant parce que le monde est quand même dominé par la finance, on peut pas le nier, et donc c'est bien de comprendre comment ça marche. Ça aide énormément. Ça aide énormément, ouais, tout à fait. Et du coup, après ce stage-là, raconte-nous un peu brièvement ton parcours. Mais écoute, après ce stage-là, donc du coup, on m'a proposé de rester un peu plus longtemps. Donc en tout, j'ai dû rester 1 an et demi, 2 ans sur ce poste d'appel d'offres où vraiment j'ai appris énormément de choses qui me sont encore utiles aujourd'hui, ne serait-ce que dans ma pratique entrepreneuriale ou sur d'autres activités. Néanmoins, au bout d'un moment, je me suis dit, c'est quand même assez décorrélé de ce que je suis intrinsèquement. Et puis le hasard a fait que à ce moment-là, je suis partie en vacances, donc à la fin de mon contrat, je pars en vacances au Brésil. Mais c'est vraiment un pur hasard. Je vais au Brésil. Et là, tu sais, des fois, il y a des moments dans la vie où tu sais que tu es à ta place. C'est ce qui s'est produit. C'est vraiment ce qui s'est produit. Je suis arrivée au Brésil, je suis arrivée à Rio. Et à ce moment-là de ma vie, je savais que je ne pouvais être nulle part ailleurs dans l'espace et dans le temps. J'étais juste là où je devais être. Et là, il y a quelque chose vraiment qui s'est passé en moi. Et donc, je suis rentrée. Entre-temps, j'avais commencé à négocier pour un nouveau poste, etc. J'ai passé 2 mois au Brésil et je savais que j'allais retourner au Brésil. Il n'y avait aucune autre option. Au départ, c'était des vacances, c'est ça? C'était des vacances, vraiment des vacances. Je devais d'ailleurs aller au Mexique à ce moment-là. J'aurais pu aller n'importe où dans le monde, mais voilà, une rencontre, une discussion qui me dit bah, tiens, il faut que tu ailles au Brésil. Bon, pourquoi pas, allons-y. Et là, vraiment, c'est la rencontre d'une vie. C'est vraiment le pays où tu vois, quand je t'en parle, j'ai vraiment des émotions très fortes parce que à ce moment-là, je me suis vraiment reconnectée avec mes vraies valeurs. Qui, force était de le constater, n'étaient pas forcément celles que je retrouvais à ce moment-là dans la finance. Donc il y a vraiment toute une période de remise en cause, en question, où je savais que j'allais retourner au Brésil et que j'allais pas forcément faire une très longue carrière dans la finance. Donc je reviens en France, j'intègre un nouveau poste dans la finance, dans la gestion d'actifs, très bien payé, tout ce que tu peux imaginer. Et là, je prends le RER un matin, j'habitais à Cergy à l'époque, je prends le RER A, tu l'imagines, le matin, et là, je dis, en fait non, c'est pas ce à quoi j'aspire à ce moment-là de ma vie. Et puis donc je démissionne et je repars au Brésil. Et je pars au Brésil et pendant les 2 mois de vacances, j'avais observé notamment un peuple indien, les Tupi-Guarani, qui était en perte totale de repères, qui était en train d'être marginalisé. Et en les observant, je me suis dit, mais comment est-ce qu'on peut aider ce peuple-là à ne pas perdre sa culture tout en s'intégrant dans la société brésilienne? Et la réponse qui m'était apparue, c'est de dire, il faut les aider à vivre de leur artisanat. Il faut les aider à s'autonomiser et à vivre de leur artisanat. Donc je suis repartie au Brésil avec cette idée de créer une société, aujourd'hui ça s'appelle de l'ESS, mais de dire comment on arrive à aider un peuple qui est en marginalisation, comment l'aide-t-on à se réinsérer économiquement. Donc je suis partie avec cette idée-là, alors j'étais très confrontée à la réalité, donc ça c'est un tips pour les entrepreneurs, entre ce que vous avez envie de faire et la réalité, il y a un moment donné où il y a une confrontation qui peut être assez difficile. Parce que créer un business au Brésil, alors moi j'étais française d'origine sénégalaise au Brésil, bon. Comment ça a été accueilli par le gouvernement, par la population, par ces personnes que tu voulais aider en fait finalement? Alors le fait d'être africaine au Brésil, dans l'état de Bahia, c'est là où devait se passer le projet, c'est un plus. C'est un plus. Oui, j'ai fait un tour vite fait à Salvador. Voilà, donc je veux dire, à Salvador, j'ai mangé des plats que j'ai mangés quand j'étais toute petite au Sénégal. Donc, il y a quelque chose qui lie l'Afrique à cette région-là. Donc, le fait d'être d'origine sénégalaise, là, c'était clairement un plus. Il n'y a aucune porte qui se ferme. Au contraire, c'est limite, il y a une fascination. Parce que je pense, avec tout ce qui s'est passé de l'histoire douloureuse de l'esclavage à Bahia, fait que quand tu es africain, c'est un plus.
Au Brésil, moi, j'ai pas ressenti de différence de traitement parce que j'avais une couleur différente. Au contraire, même le fait d'être français, c'était vraiment un avantage. Donc finalement, je cumulais deux avantages. Je cumulais l'avantage de pouvoir passer pour brésilienne dans pas mal d'espaces finalement, parce que physiquement, un Brésilien, qu'est-ce que c'est? Ça peut être tout le monde. Et le fait d'être française me donnait un avantage supplémentaire parce qu'il y a tout cet imaginaire extrêmement positif qui est véhiculé par la France au Brésil. Donc finalement, j'arrivais avec deux cartes en main qui étaient extrêmement avantageuses. Simplement, créer une entreprise au Brésil, c'est compliqué. Qu'on soit français, sénégalais, brésilien, etc., il y a quand même un accès au marché qui est difficile et que j'avais mal anticipé. Ce qui fait que finalement, ce projet-là ne s'est pas réalisé, ce qui ne m'a pas empêché de faire d'autres choses. J'ai travaillé pour une personne qui voulait créer un orphelinat, donc je l'ai aidé à traduire son site internet, etc. Donc ça a été une expérience qui était extrêmement riche, humainement, et qui me marque encore aujourd'hui. Ok. C'est à peu près il y a combien de temps Ça, c'était en 2005, 2004, 2005, donc okay. Il y a une quinzaine d'années. Ouais, déjà, oh mon Dieu, il y a déjà une quinzaine d'années. Le temps passe vite. Le temps passe très vite. Ouais. Et tu es resté combien de temps finalement au Brésil? En tout, je sais pas, j'ai dû rester peut-être 6 mois, 6-7 mois peut-être en tout. Et puis je suis rentrée en France un peu la mort dans l'âme. En même temps, j'avais l'impression d'avoir fait ce que je pouvais là au Brésil, dans cette aventure-là. J'ai appris ce que j'avais à apprendre. Et je me suis confortée dans l'idée que ce qui m'animait vraiment, c'était de venir en aide aux gens, mais pas dans une forme d'assistanat, mais plutôt de leur permettre de s'autonomiser. Ça, c'était vraiment quelque chose qui s'est conforté, qui s'est vraiment ancré à ce moment-là dans ma vie. Okay. Et que je porte encore aujourd'hui. J'ai appris le portugais aussi. Et puis, voilà, j'ai appris finalement qu'on pouvait prendre des risques. Finalement, le risque que j'ai pris n'était pas si... Il n'y a pas de dégâts, si tu veux. J'ai pris un risque en partant dans un pays, juste avec un passeport et, et quelques sous. Mais c'est une expérience qui est extrêmement formatrice. Je n'ai pas pris un risque démesuré. Voilà, je ne me suis pas endettée sur... Tu vois, j'ai pris un risque, mais qui malgré tout ne m'a pas mis en difficulté. Ça, c'est aussi une leçon que je retiens de ça. C'est de se mettre en risque, de se confronter à une réalité. De se confronter aussi à une envie, à un rêve, à quelque chose qui était, c'était même plus un rêve, hein, c'est-à-dire que tous les matins, c'était il faut que tu partes au Brésil. Et donc, d'essayer finalement. C'est d'essayer, ouais, complètement, d'essayer. Ok, et donc tu reviens en France? Je reviens en France, il fait très froid, je quitte Rio à plus 45 degrés, j'arrive en France, moins 5 degrés à Roissy. Pendant une semaine, je reste calfeutrée chez moi, le temps de me réaccoutumer, entre guillemets. Et puis donc là, je retourne dans la finance. Voilà, je retourne dans la finance concrètement en me disant, bon bah écoute, ça, voilà, tu as un apprentissage, aujourd'hui tu sais pas trop comment l'exploiter, bon, on va voir, on garde ça en soi et on verra plus tard. Et donc là, je retourne dans la finance, parce qu'à ce moment-là, effectivement, la banque pour laquelle je travaillais me rappelle, me fait une proposition. Bon, bah, écoute, du coup, je la prends, hein, très sincèrement, je la prends aussi en me disant, bon, écoute, il y a aussi une réalité, hein, il faut que tu travailles, tu es encore jeune, etc. Donc, il faut que tu travailles. Donc, j'accepte un nouveau poste où là, effectivement, je réintègre le monde de la finance sur un poste complètement différent, c'est-à-dire que là, la boîte fait un pari sur moi en me mettant sur un poste où j'encadre des équipes qui clairement étaient beaucoup plus performantes sur ces thématiques de finance et de marché que moi. Okay. Donc j'arrive, j'ai 25 ans, je reviens du Brésil, enfin tu vois, et là c'est vraiment un gros challenge que d'arriver finalement à m'intégrer dans cette équipe-là, dans cette activité-là que je découvre. Donc j'ai pris ce challenge-là et ça s'est super bien passé, donc j'ai passé 4 ans sur ce poste, à peu près jusqu'en 2008, je crois, à peu près. Et vraiment, ça s'est très bien passé. C'est-à-dire qu'on a eu un taux de fidélisation sur des postes où il y avait un turnover assez important, des taux de fidélisation très très bons. Donc, on a des gens qui restaient, qui se formaient, qui montaient en compétences et qui du coup passaient sur d'autres postes. Donc moi, j'étais très contente de ça, de dire on a des gens qui sont sur des tâches certes répétitives, mais qui arrivent à grandir. Voilà, donc, quelque part, finalement, tu arrivais quand même à aider des gens à devenir autonome ou à progresser dans leur vie personnelle. C'est intéressant. Et comment tu expliques le fait qu'il t'ait donné cette confiance-là pour ce poste? Écoute, je pense que j'avais, sur mon précédent poste, je pense que j'avais laissé plutôt une bonne impression. Voilà, j'avais démontré que j'étais en capacité de m'intégrer dans un secteur que je découvrais aussi et de m'adapter, de faire ce qu'il fallait pour apprendre ce qu'il fallait et être performante. Donc je pense que ça a quand même laissé une image plutôt positive. Ce que j'ai pas dit, c'est qu'en effet, quand j'étais étudiante,
Je travaillais en parallèle de mes études et à l'âge de 19-20 ans, j'encadrais des équipes. Ok. Donc je faisais déjà du management à l'époque dans le télémarketing, donc tout autre secteur, c'était vraiment pour vivre, clairement, mais très formateur également, où j'encadrais des équipes qui allaient de 20 à 40 personnes. Ok. Voilà, donc du coup, voilà, j'avais aussi ce background de management qui a servi effectivement à me permettre d'accéder à ce poste où donc, j'étais responsable d'une équipe plus petite, mais qui en termes de compétences était très très bonne. Ok, très intéressant. Et moi, ce que ça m'évoque aussi, c'est que finalement, on entend souvent que quand on se lance en entrepreneuriat ou qu'on prend des risques, si ça ne marche pas, ça nous retombe dessus. Et je trouve que c'est un bel exemple. En plus, en 2005, l'entrepreneuriat n'était pas forcément comme aujourd'hui l'une des voies de développement. Tu as pris ce risque-là, tu es revenu, tu as eu peut-être un meilleur poste que ce que tu aurais eu auparavant. Donc, je pense que ça, c'est une belle leçon que, en tout cas, moi, je retiens. Ok, donc tu fais ça 4 ans, on va essayer un peu d'accélérer. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Donc, par la suite, écoute, je déroule, moi j'aime créer des ponts et des passerelles. Donc, c'est-à-dire que dans la banque, généralement, tu as plutôt une carrière en silo. Quand tu rentres dans une branche, tu restes dans cette branche et tu montes en... Voilà, tu évolues. Moi, j'ai, encore une fois, très ouverte sur plein de choses. Et du coup, là, je suis passée dans un autre secteur d'activité de la banque. Pareil, on m'a fait confiance. Et là, il s'agissait de développer tout ce qui était ce qu'on appelle le marché des migrants, c'est-à-dire le marché de la diaspora. Okay. Donc concrètement, il s'agissait de mettre en place des offres spécifiques pour les diasporas pour leur permettre de bénéficier de produits bancaires répondant à leurs besoins. Okay. Ça, pareil, très innovant. Et c'est quoi comme type de produit? Alors ça va être des produits du type de ce qu'on appelle la bibancarisation. Donc, ce qui te permet d'avoir un compte en France et un compte dans ton pays d'origine. Okay. Donc ça, c'était quelque chose d'extrêmement nouveau, de bénéficier donc, de tous les services bancaires liés à ce compte-là. Une assurance de rapatriement de corps, parce que c'était un besoin qui était très très fortement exprimé par les diasporas. De bénéficier également de prêts immobiliers. Okay. Pour pouvoir effectivement investir dans le pays d'origine, parce que c'est également une demande qui était forte. Ah, c'est un prêt que tu as, par exemple, en France pour investir dans l'immobilier dans ton pays? Alors, c'est un prêt que tu contractes dans le pays d'origine, dans la banque, la filiale de la banque en question dans le pays d'origine, mais qui du coup est plus ou moins piloté depuis la France. Okay. Donc on prend en compte le fait que tu sois de la diaspora, que tu étais revenu en France, pour pouvoir t'accorder un prêt dans un pays d'origine. C'est intéressant. Ça, c'est un montage qui était très intéressant. C'est toujours en vogue Alors, c'est possible. Il faudrait vérifier. Il faudrait vérifier parce que j'ai quitté la banque. Oui. Okay. Voilà, et puis donc ensuite, suite à ça, donc je vais encore dans un autre secteur, à l'international toujours, parce que je suis très ouverte sur l'international et ça m'a toujours guidée. Et là, j'intègre la partie leasing automobile. Okay. Encore un secteur nouveau où il faut tout réapprendre. Et je suis la première femme de la diaspora, clairement, à aller dans ce secteur-là. Mes interlocuteurs à 99,9% des hommes. Donc moi, j'arrive de la banque dans le secteur automobile en leur disant, bon, bah, les gars, on va ensemble, je vais vous montrer comment on va faire du business ensemble dans tel et tel marché. Bon. Je n'ai pas fait tout à fait comme ça, parce qu'il faut quand même trouver sa place, mais c'était un peu ça le job, c'était d'amener les constructeurs automobiles avec leur expertise automobile, moi et la banque avec leur expertise bancaire, d'avoir des offres packagées et de les transposer dans différents marchés. Et c'est là où le Brésil revient. Ok. Puisque, en effet, il fallait développer le marché brésilien. Donc, tout ce que j'avais pu acquérir de connaissances pratiques sur le Brésil m'a clairement été d'une facilité incroyable. Okay. Voilà, qui m'a permis, du coup, de m'imposer sur un marché qui était peu connu, sur lequel les gens n'osaient pas trop se risquer. Il y avait une vision un peu trouble là-dessus. Donc, j'ai pu du coup les accompagner pas mal de constructeurs sur le Brésil, sur d'autres marchés, la Russie, la Chine, l'Europe de l'Est et un petit peu l'Afrique. Donc là, c'était vraiment une ouverture très 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 internationale. Je me suis éclatée sur ce poste. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, ben voilà, le tour est fait. Ça y est, le job est fait et j'ai envie d'autre chose. Et cette voie de l'entrepreneuriat est revenue. Donc avant d'aller dans l'entrepreneuriat, j'ai refait un MBA. Okay. J'ai fait un MBA donc à HEC. Et là, je pense qu'au bout d'un mois, c'était clair et net que j'allais quitter la banque pour aller me lancer dans l'entrepreneuriat. Donc c'est ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé. Et là, on se situe à peu près à quel moment? Là, on est en 2015-2016. 2015-2016. Donc là, tu fais ton MBA et tu te lances, j'imagine. C'est ça. Donc, dans le cadre du MBA, effectivement, tu dois produire ce qu'on appelle un projet professionnel, une thèse professionnelle.
que j'ai lancé moi justement sur l'immobilier au Sénégal, parce que l'immobilier c'est aussi quelque chose qui m'intéresse énormément. Et donc j'ai fait une étude d'une start-up qui aiderait justement les gens de la diaspora sénégalaise à acheter un bien dans leur pays d'origine. Ok. Donc je l'ai fait vraiment sur une base un peu hypothétique, et puis finalement je me dis tiens c'est pas mal en fait, le truc tient la route quoi. Ouais. Il y a un besoin, il y a une technologie et le truc tient la route en fait. Et puis donc je me décide de me lancer, mais pas tout de suite là-dessus, parce que c'est très complexe à mettre en place. Ok. Parce que la réglementation n'est pas là, parce que l'accès au financement est compliqué pour ce type de projet, etc., etc. Donc je décide de le faire par palier, en nous lançant d'abord dans l'accès au crédit immobilier, mais pour des populations qui sont non CDI. Ok. Voilà, donc tout ce qui est entrepreneurs, freelance, etc., avec qui effectivement l'idée était de les accompagner pour accéder au crédit immobilier en France, dans un premier temps. Ok. Et le stade de développement suivant, c'était effectivement de le faire sur le continent. Ok. Ok. Et ça s'appelle comment ton entreprise? Crédit Me. Credit Me. Ok. Ah, c'est très intéressant. Et donc là aujourd'hui, tu as encore tu as la première phase ou ça a avancé? Alors, on est entre deux. Pourquoi? Parce qu'en effet, entre-temps, il y a eu le Covid. Il y a eu le Covid, et le Covid, du coup, clairement, les gens ne pouvant plus visiter d'appartement, pour acheter et donc avoir un crédit, c'était devenu très compliqué. Avant ça, les banques ont aussi resserré de façon très drastique les critères d'octroi. Ce qui fait que la cible que l'on vise, du coup, s'est retrouvée fragilisée, limitée dans son pouvoir d'achat, plus donc en plus la contraction du marché immobilier, qui fait qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle où je te parle, effectivement, le marché immobilier est assez complexe. Donc nous, on a pris la décision de mettre un peu sur pause, juste pour observer ce qui va se passer, parce qu'on est persuadé d'une chose, c'est qu'il va y avoir énormément de mutations sur ce marché financier de l'immobilier. C'est une certitude. Simplement, les cartes ne sont pas encore redistribuées. Donc on attend d'avoir un petit peu plus de visibilité pour pivoter, tout simplement. Hein. C'est juste oui, non, ça, c'est vrai que la situation actuelle, c'est vraiment la visibilité, je pense, le premier problème. Au-delà du fait qu'économiquement, c'est difficile pour les entrepreneurs ou même pour toutes les sociétés. Je pense que la visibilité, c'est vraiment ce qui manque, parce que c'est difficile de s'organiser sans en avoir. Et en fait, il y a des gens qui arrivent à se projeter sans visibilité. Moi, en tout cas, pour notre activité, nous pensons que ce manque de visibilité-là, ça va s'éclaircir. Par la force des choses, il y a un peu de brume en ce moment, ça va s'éclaircir, et les bonnes opportunités, elles sont juste après ça. Oui. Donc voilà, par contre, il y a des secteurs où cette période-ci est propice à lancer de nouveaux projets, à lancer de nouvelles choses, à prendre de nouveaux risques. Tout dépend de ton secteur. Tout dépend de ton secteur, de ton appétence au risque, bien entendu, et de où tu en es aussi dans ta vie perso. C'est intéressant. Et comment tu arrives à rejoindre le CPA? Finalement, c'est dans ton parcours, tu rejoins le CPA à quel moment? Oui. Alors, je rejoins le CPA, écoute, en juillet 2000, je me perds un peu dans les dates, ça doit être 2019, tu vois, je perds un peu la notion du temps. Avec le Covid, on a perdu une année, donc exactement. Donc en effet, donc là, ça va faire 1 an et demi à peu près que je rejoins le CPA. Écoute, ça s'est fait tout simplement, alors le CPA a été créé en 2017. Hein. Ok. Donc moi, j'ai rejoint, voilà, il a été rejoint, peut-être présenter un petit peu ce que c'est le CPA. Exactement. Donc concrètement, le CPA, c'est quoi? C'est le Conseil présidentiel pour l'Afrique. Et donc effectivement, c'est une structure qui a été mise en place par le président Emmanuel Macron en 2017, avec pour mission effectivement de repenser la relation entre l'Afrique et la France. Relation au centre de laquelle, bien sûr, se situe la diaspora. Et pour ce faire, on est 10 membres, tous issus de la société civile, et experts de nos domaines respectifs, qui vont de la ville durable, la santé, l'agriculture, l'égalité des genres, et de l'entrepreneuriat en ce qui me concerne. Donc moi, j'ai connu le CPA donc, dans le cadre de ces actions. J'ai été invitée, comme tout membre de la diaspora, à participer à un événement qui, en l'occurrence, portait sur l'entrepreneuriat. Et donc, il y avait des groupes de travail sur l'entrepreneuriat, et notamment les femmes entrepreneurs. Donc moi, j'ai contribué avec d'autres personnes. Voilà, il y avait des petites tables rondes comme ça. J'ai contribué en donnant des idées. C'était l'espace d'un week-end à Bordeaux. Voilà, donc tout le monde pouvait participer. Hein, c'était vraiment très ouvert. Donc j'ai contribué, j'ai donné ma contribution, ma vision de l'entrepreneuriat et comment justement aider à ce que les entrepreneurs de la diaspora puissent révéler leur potentiel, hein, in fine. Et puis donc quelques temps après, on m'a proposé de rejoindre le CPA. Donc si tu veux, moi le moment où je participe et je contribue, c'est vraiment comme je le ferais sur d'autres thématiques. C'est de manière bénévole en fait. Bénévolement. Tu allais participer et contribuer. Exactement, sans aucune arrière-pensée.
zéro arrière-pensée. Et puis donc là, on me recontacte en me proposant de rejoindre le CPA. Bon, donc là, je t'avoue que j'étais très honorée, parce que je trouve que c'est vraiment une belle reconnaissance aussi de tout ce qui avait été, tout ce que j'avais pu faire auparavant. Donc je trouvais ça très, très, très honorifique à ce niveau-là. Je trouvais ça, si tu veux, je me suis dit, mais quand même, c'est assez incroyable parce que on est en 2018-2019. Et je trouvais que ce qui se passait était formidable. C'est-à-dire que pour une fois, en tout cas à ma connaissance, c'était la première fois qu'on mettait la diaspora à un tel niveau d'accompagnement et de visibilité. Et ça, j'ai trouvé ça mais vraiment formidable. Donc ne serait-ce que le concept du CPA, où on dit les mieux placés pour parler de la diaspora, pour parler de l'Afrique, ce sont d'abord les sociétés civiles de ces diasporas et de l'Afrique, je trouve que c'était une avancée énorme. Ça coule sur le sens, mais personne ne l'avait fait auparavant. Donc déjà, la démarche me plaisait énormément. Et puis en creusant, en regardant ce que je pouvais apporter, parce qu'il y a la démarche et il y a aussi qu'est-ce que tu peux apporter. Et là, à ce moment-là de ma vie, je me suis dit, oui, je peux apporter des choses sur cette thématique de l'entrepreneuriat, des femmes, de la diaspora. Donc, allons-y. Allons-y. Donc, ça a été vraiment, finalement, une adhésion, vraiment sur le principe, sur la vision et sur ce qui était porté. Ok. Bon, là, je vais poser la question qui fâche. Parce que moi, j'ai eu affaire au CPA aussi, à toi d'ailleurs. Et quand on parle du CPA, très vite, ça revient à la France-Afrique, cette relation-là, pourquoi la France veut se positionner sur la redéfinition. Est-ce que ce n'est pas derrière une manière de réorganiser cette France-Afrique-là? Toi, tu réponds à quoi? Tu réponds quoi? Je pense que tout est toujours une question de point de vue. Tout est toujours une question de point de vue. C'est une vision. C'est une vision, c'est pas la mienne. Très sincèrement, c'est pas la mienne. Parce que tout simplement, peut-être que c'est ma vision du monde et elle est très personnelle, donc je te la partage vraiment à ce titre-là et pour ce qu'elle vaut. C'est que je pense que le passé, il est ce qu'il est. On est tous héritiers d'un passé pour lequel on n'est pas responsable. Ni coupable, ni responsable, ni victime. Ma vision, c'est de dire, et ça je l'ai peut-être aussi appris au Brésil, c'est qu'il y a un passé qui est là, qui est visible. Clairement, quand tu vas dans certains pays, tu vois clairement qu'il y a eu à un moment donné un mélange. C'est qu'est-ce qu'on en fait? On est là aujourd'hui au présent, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on continue à regarder et à dire oui, avant c'était pas bien, avant c'était pas très bien, mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui et qu'est-ce qu'on fait pour demain? Moi, c'est ce qui me porte. Ça veut pas dire oublier, ça veut pas dire se voiler la face, ça veut pas dire être naïf. C'est simplement aujourd'hui, moi, qui n'ai pas vécu certaines choses de l'histoire, comment aujourd'hui je compose dans un pays qui finalement me permet de pouvoir exprimer certaines choses. Tout simplement. Ça me permet aujourd'hui, quand je suis en France, quand je suis au CPA, il y a des choses que je peux dire et je le dis avec beaucoup de franchise et d'honnêteté. Sans quoi, je ne serais pas au CPA. Si on était dans une autre... Sincèrement, moi, tu commences à me connaître. Moi, j'ai besoin de pouvoir dire les choses très franchement et très directement. Et c'est cette liberté-là qu'on a au CPA, c'est de pouvoir dire des choses et d'être entendu sur des vérités qui parfois fâchent, mais qu'on peut exprimer. Donc, ma vision, c'est qu'aujourd'hui, on doit composer avec tout ce qui s'est passé, mais on doit surtout construire. On doit construire. Et si aujourd'hui, en étant au CPA, je parviens à changer ne serait-ce qu'une vie, parce que derrière, tu as une fille qui se dit, tiens, qui se pose des questions, une fille issue de la diaspora, de l'immigration, qui se pose des questions, qui se dit, est-ce que c'est juste possible d'aspirer à autre chose? Et que cette personne-là, sa vie arrive à être changée parce qu'elle aura vu des membres du CPA qui lui ressemblent, et on a gagné. On a gagné. Et moi, c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui. Moi, je ne m'inscris pas dans des débats, si tu veux. Non, moi, je suis complètement d'accord avec toi parce que je pense qu'à un moment donné, il faut être pragmatique et se dire que de toute façon, qu'on le veuille ou non, ça va pas, la France ne va pas disparaître. L'histoire de la France avec l'Afrique ne va pas disparaître. Donc finalement, c'est comment est-ce qu'on fait pour être constructif et participer à faire changer les choses au fur et à mesure. Et je pense que c'est pour ça que moi, je n'ai pas eu de problème avec le CPA, parce que quand j'ai vu la démarche, ça m'a semblé intéressant. Je me suis dit, je vais aller regarder, je vais voir ce qu'ils font et finalement, les premiers éléments que j'ai pu avoir étaient positifs. Donc, je pense qu'il faut être dans cet état d'esprit de positif-là. Essayer de regarder, bon, c'est pas facile, mais de regarder le verre plutôt en moitié plein et de se dire comment on va faire pour le remplir. Exactement. Et je pense que ça vaut pour tout. C'est que si tu te focalises sur le négatif, finalement, tu n'avances pas. Tu t'entoures de négatif, tu n'avances pas. En revanche, dans toute chose, il faut toujours aller chercher la petite pointe de positif. Et je te jure qu'il y en a toujours une. Il y a toujours quelque chose à apprendre et construire autour de ça. Et je te remercie de le dire, c'est vrai que du coup le CPA, nous on est vraiment pour le coup challengés là-dessus, mais ceux qui donnent la chance d'aller voir
franchement, derrière, eh ben, ils s'approprient aussi parce que finalement, ils se rendent compte que là, on a un momentum qui est extrêmement favorable et sur lequel on peut construire. Et donc, voilà. Et je te remercie vraiment de donner la parole là-dessus pour dire, bah, venez voir ce que c'est que le CPA, venez à nos rendez-vous, venez à nos rencontres, venez voir, faites-vous votre idée et vous verrez qu'il y aura toujours quelque chose à en retirer. Ah, exactement. Donc là, tu viens plus sur la question que j'allais te poser. C'est concrètement, donc tu m'as dit que tu es responsable de la partie entrepreneuriat. Concrètement, quelles sont les actions que vous faites avec le CPA? Sur l'entrepreneuriat. Oui, effectivement, l'entrepreneuriat, c'est vraiment quelque chose qui est central au niveau du CPA. C'est vraiment la pierre angulaire de toutes les actions qu'on peut mener, et notamment l'entrepreneuriat des diasporas. Donc l'entrepreneuriat des diasporas, de toute façon, si tu veux, naturellement, le CPA a un lien de proximité avec la diaspora qui s'est construit et qui est solide aujourd'hui. Et effectivement, on s'est rendu compte que la diaspora aspirait beaucoup à avoir cette thématique de l'entrepreneuriat traitée et développée. Donc effectivement, dans un premier temps, il y a eu toute une phase où on a travaillé avec différents acteurs, des réseaux d'entrepreneurs et autres, pour essayer de cerner quelles pouvaient être les grosses problématiques. Suite à ça, il y a 2 mois, donc on a effectivement lancé un tour de France de l'entrepreneuriat, de la diversité et des diasporas, avec l'objectif vraiment d'aller recueillir sur le terrain les attentes, les besoins des entrepreneurs de la diaspora. Une fois qu'on a recueilli ces besoins, finalement, ces besoins, si tu veux, on peut les classer grosso modo. Ça va être, d'abord, il faut dire que la diaspora, il y a 3 typologies d'entrepreneurs. Ça va être ceux qui sont de la diaspora et qui entreprennent en France pour adresser le marché français. La deuxième, ça va être les gens de la diaspora qui entreprennent sur le continent, voilà, qui rentrent, qui veulent entreprendre sur le continent. Et puis la troisième, qui passait jusqu'à présent un peu sous les radars, c'est celle qui est sur les 2 espaces. Celle qui a une partie de la chaîne de valeur en France et l'autre partie de la chaîne de valeur sur le continent. Donc avec ces 3, on a vraiment du coup travaillé de façon très proche avec les réseaux, les entrepreneurs, les incubateurs et autres qui accompagnent ces trois typologies d'entrepreneurs qu'on a rencontrés tout au long du Tour de France. Okay. Voilà, qui ont contribué par, soit en étant présents, soit par le site internet, qui ont vraiment contribué à remonter les attentes. Une fois qu'on a eu toutes ces attentes-là, qui peuvent être, en tout cas, ce qui sont des besoins, qui vont tourner principalement autour de l'accès à l'information, qui vont tourner autour de l'accès à l'accompagnement, comment je me fais accompagner, les mentors, les coachs, les structures d'accompagnement, et comment je me finance. Oui, le financement. Le nerf de la guerre. Voilà, donc sachant que la problématique va être différente suivant que tu es en amorçage ou en passage à l'échelle, suivant que tu sois en France ou sur le continent ou entre les deux. Donc vraiment, on a recueilli toutes les attentes de façon très ouverte, très très ouverte. Et autour de ça, donc ces 3 grands piliers de besoins qui sont remontés, on a retravaillé de façon très collaborative, donc avec toutes les structures d'accompagnement, les réseaux comme le REDA que tu connais bien, les déterminés, des entrepreneurs individuels. Tu as pu voir sur notre site, on a pas mal de portraits qui s'est lancé. Voilà, d'entrepreneurs qu'on a mis en avant. On a vraiment été très à l'écoute et dans une démarche de co-construction de ces recommandations. L'objectif, c'est que ces recommandations, elles soient remises à l'Élysée. Okay. Donc vraiment avec une écoute et une oreille vraiment très attentive sur le sujet. Et de 2, qu'elles soient implémentées par les différents partenaires institutionnels que sont BPI, ou l'AFD ou Expertise France. Donc voilà, 3 phases, recueil des besoins. Ça, c'est la première phase. La deuxième, co-élaboration des recommandations avec les premiers bénéficiaires, les premiers concernés. Et 3e phase, avec entre 2, donc bien sûr, remise à l'Élysée, mise en place de ces solutions. Ok. Tu as parlé de Tour de France. J'imagine que vous avez fait pas mal de villes en France. Et où en êtes-vous en fait finalement de ce projet-là? Alors effectivement, on a commencce par Bordeaux. On est allé à Lyon, on est allé à Marseille. Donc la prochaine étape du Tour de France, qui sera un petit peu l'étape conclusive de ce Tour de France, c'est Paris. Donc début d'année, donc pour la date pressentie pour le 5 février, donc je vous donne rendez-vous d'ailleurs le 5 février pour la restitution. Donc voilà, en disant qu'on a fini le Tour de France en ce qui concerne les villes de région, mais en effet, on est là vraiment dans la phase d'élaboration et d'affiner les solutions donc, qui seront présentées lors de l'étape finale à Paris. Ok. Donc rendez-vous le 5 février, le podcast sortira avant. Normalement, si vous l'écoutez, vous aurez cette date-là à mettre dans votre agenda. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres projets que le
CPA développe en ce moment ou dans l'avenir? Alors donc effectivement, autour de ces solutions qui seront retenues, bien entendu, il y aura des projets très concrets qui vont en découler. J'insiste vraiment sur le côté concret. On est vraiment dans du concret. On parle d'entrepreneuriat. Donc on est vraiment dans du concret. C'est qu'est-ce qu'on met concrètement sur la table pour permettre à ces entrepreneurs de la diaspora de révéler leur potentiel. Donc ces solutions-là, bien sûr, elles sont présentées en début d'année. Aujourd'hui, effectivement, en parallèle, il y a le projet Meet Africa 2, dont tu as sans doute entendu parler, qu'on a lancé la semaine dernière, qui a été lancé donc vraiment tout fraîchement. Donc Meet Africa, que soutient le CPA, qui est un projet qui est financé par l'AFD et l'Union européenne, donc permet à des entrepreneurs de la diaspora qui développent soit un projet sur le continent, soit un projet sur le double espace, de bénéficier d'un accompagnement, d'une formation, d'un appui technique et d'un financement. Voilà, qui permet justement d'enclencher, tu vois, ce premier palier pour créer sa structure. Donc ce que je trouve extrêmement intéressant dans Meet Africa, c'est qu'il a été vraiment pensé pour les entrepreneurs. C'est pas un projet, si tu veux, qui a été pensé de façon abstraite, il est très concret. Il y a eu une phase 1 qui a été faite, qui a été terminée en 2018. Suite à cette phase 1, un peu comme font tous les entrepreneurs, hein, tu sais, tu as le test and learn. Exactement. Donc, de la même façon, Meet Africa 1 a servi justement à tirer les enseignements pour adapter encore davantage Meet Africa 2 aux besoins des entrepreneurs, et notamment sur ce volet accompagnement qui est fondamental. Oui, exact. Si tu n'es pas bien accompagné dans ton projet, et ce dès le début, et encore a fortiori quand il s'agit d'aller entreprendre, au moins pour une partie sur le continent, on sait que le risque d'échec sera plus élevé, même si tu es bien financé, si tu es mal accompagné, on accroît le risque d'échec. Et notamment parce que ce qu'il faut rappeler aussi, c'est qu'effectivement, quand tu es entrepreneur de la diaspora, tu as cet avantage d'avoir une connaissance culturelle du pays d'origine qui est plus importante que quelqu'un qui n'y serait jamais allé. Néanmoins, le contexte des affaires étant tellement différent entre la France et le pays d'origine, c'est essentiel d'être accompagné pour se réacculturer avec le contexte des affaires qui de toute façon n'est pas le même que celui qu'on va voir parce qu'on est dans la France. Donc Meet Africa pour le coup est lancé. Donc moi je vous invite à postuler. Okay. Hein, il y a Moi, vraiment j'allais te poser la question en plus. voilà, sur le site internet meetafrica.fr. Postuler, il y a un appel à candidature qui est lancé jusqu'au mois de mars, un premier appel à candidature. Il y a une sélection, donc tous les critères, tout est très transparent, hein, les critères, etc., qui permet effectivement, suite à cette sélection, de pouvoir bénéficier de cet accompagnement qui, voilà, in fine, va accompagner 150 projets avec financement. 150, c'est pas mal. Hein. Ouais, tout et ces 150 projets, Meet Africa, du coup, c'est que la France ou c'est comme tu as parlé de l'Union européenne? Oui, tout à fait. Voilà, c'est sur 6 pays. Donc nous, on est concentré bien entendu davantage sur la France. Et on sait que la France et l'Allemagne, notamment, sont les deux pays où il y a le plus de demandes. Mais ils sont également concernés l'Italie, l'Espagne, la Belgique. Et on sait que, voilà, grosso modo, ça se concentre quand même majoritairement sur la France. La France et l'Allemagne, pardon. Voilà, parce que la diaspora est plus représentée. Et j'ai cru comprendre, parce que justement, moi j'ai découvert Meet Africa récemment, j'ai cru comprendre qu'il y avait des pays africains phares pour l'implantation des projets. Tout à fait. C'est lesquels? Alors, ça va être principalement le Sénégal, le Maroc, pour ces raisons-là aussi, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de gens qui sont représentés sur le continent, des gens de la diaspora qui sont issus de ces pays-là. Si je prends l'exemple du Sénégal, alors sans aucun parti pris du fait de mes origines, bien entendu, mais c'est que si tu veux, sur le Sénégal, par exemple, ça marche bien parce qu'il y a un continuum de dispositifs qui s'enchaînent bien. Typiquement, on part toujours de l'idée qui est en Europe, qui est en France, donc tu vas avoir des structures qui vont t'accompagner depuis la France et qui vont t'amener jusqu'au Sénégal. Ensuite, là, tu as la DPME, qui est une structure mise en place par l'État, qui est soutenue également par l'AFD, et qui du coup va reprendre le relais. Donc si tu veux, il y a un continuum de solutions qui est assez fluide et qui du coup fait que ça marche bien. Pareil pour le Maroc. Le Maroc, tu as vraiment tout un continuum qui est mis en place et qui fait que bien entendu, quand ça marche bien, ça se sait, il y a l'effet bouche à oreille, et quand tu as les dispositifs des deux côtés, de façon naturelle, tu as un canal plus fluide qui va s'opérer. Ok, et est-ce qu'il y a d'autres pays dans le scope? Oui, il va y avoir l'Afrique du Nord, tu vas avoir le Cameroun aussi. Au départ, on va avoir 6 pays qui vont se mettre en place, et puis l'idée c'est que ce soit plus large, que ce soit plus panafricain. Pardon. Ok, très bien. Bon, de toute façon, je vous invite à aller sur le site, c'est Meet Africa. C'est meetafrica.fr. Pour voilà, avoir plus
les détails et postuler, de toute façon, qui ne tentent rien à rien. Exactement, Ok. exactement. Et vous allez retrouver aussi ces informations sur le site du CPA, voilà, justement pour pouvoir avoir accès à ce funnel mid-africain. Ok, très bien. Et pour finir avec le CPA, quels sont les challenges prochains du CPA ou est-ce que tu as des derniers messages à passer vis-à-vis du CPA? Mais je dirais que le rôle du CPA, vraiment la mission du CPA, c'est vraiment d'accompagner, de changer ce regard sur la diaspora, ça c'est vraiment au niveau global, et vraiment d'accompagner la diaspora dans toutes ces thématiques que je t'évoquais auparavant, et notamment l'entrepreneuriat. Vraiment, ça c'est notre mission. Et si on arrive à faire en sorte que la diaspora révèle pleinement son potentiel, que ce soit dans l'entrepreneuriat, c'est le sujet qui nous occupe aujourd'hui, mais c'est valable dans tous les autres domaines. C'est valable dans la fonction publique, c'est valable dans le salariat, c'est valable dans l'associatif. Ce qui est important, à mon sens, c'est de faire en sorte que chacun trouve sa place et contribue à créer de la valeur ici et là-bas. Ok. Ok, très bien. De toute façon, vous retrouvez le CPA sur leur site, sur les réseaux sociaux. Tu m'as dit que vous êtes plutôt actif sur LinkedIn et Twitter. LinkedIn, Twitter, Facebook, voilà. Facebook, donc je vous invite à aller regarder le CPA et comme on disait, CPA.fr. donner la chance en fait, essayer de voir ce qu'il y a derrière pour vous faire votre propre avis. C'est ça, et puis sur le site cpafrique.fr, vous verrez qu'il y a une partie où vous pouvez faire des retours, donc allez-y, Oui, allez-y. volontiers. Tous les retours sont bons de toute Ça, façon. Ok, on va prendre un peu de la hauteur pour la fin de l'entretien. Tu sais, c'est le village de l'afroprenariat et c'est vrai que l'afroprenariat, c'est un terme qui, je m'amuse à demander la définition à chaque personne que je reçois. Pour toi, l'afroprenariat, c'est quoi? Écoute, là, je vais reprendre ma casquette littéraire. Donc, effectivement, c'est composé d'afro, Afrique, et contraction d'afro et d'entrepreneuriat. Alors, l'afroprenariat, qu'est-ce que c'est? Mais écoute, moi, je t'avoue que j'ai eu du mal à définir ce que c'était. Parce que je crois que c'est un terme que finalement chacun peut s'approprier. Qu'est-ce qu'un afropreneur? Est-ce que c'est quelqu'un qui entreprend sur le continent africain? Est-ce que c'est quelqu'un qui est d'origine africaine? Est-ce que c'est quelqu'un qui est d'origine... Enfin, qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce qu'on met derrière tout ça? Personnellement, est-ce que je suis afropreneur? Je ne sais pas. Okay. Je ne sais pas, compte tenu du fait qu'en effet mon business aujourd'hui, tu vois, est quand même plus adressé sur le marché français aujourd'hui, même si j'ai une grande partie des gens qui viennent nous voir qui sont de la diaspora. Moi, je me définis d'abord comme, j'ai envie de dire déjà, je suis une slasheuse de façon générale, comme tu as pu le voir. L'afroprenariat, je crois que, alors c'est un concept qui, à mon avis, mérite d'être défini, redéfini, pour que chacun puisse se l'approprier. Parce que je pense que tu peux interroger 10 personnes, tu auras 10 définitions différentes. C'est exactement ce que je fais en fait. Et c'est assez marrant parce que moi, je considère que c'est vraiment une définition que chacun s'approprie. Après, si moi je devais la définir, je dirais tout simplement l'entrepreneuriat des Afros. Donc quand je mets Afro, on a les Caribéens, on a les Africains, on a les Afro-descendants. Même au Brésil, on a pas mal de personnes, notamment dans la région de Salvador, qui font partie, qui ont des grosses origines africaines. Pourquoi pas les définir comme entrepreneurs. Mais est-ce que du coup, il ne faut pas... Pardon, je te... Oui. Non, j'allais dire que pour l'instant, justement, je me pose la question, je suis d'accord avec toi, est-ce que c'est un thème qu'on doit définir? Est-ce que c'est un thème que chacun doit s'approprier? Franchement, je ne sais pas. Ouais, c'est une bonne question, parce que du coup, je me suis posé la question, suis-je afropreneur ou pas? Moi, encore une fois, je suis slasheuse. Si je devais définir ma pratique entrepreneuriale, je te dirais que je suis entrepreneur. Point barre. Même pas femme entrepreneur, entrepreneur. Ok. Voilà. Après, voilà. Donc, moi, c'est ce terme-là qui me correspond, de dire je suis entrepreneur. Parce qu'entrepreneur, si tu veux, il y a le domaine économique, mais tu peux être aussi entrepreneur de ta vie, tout court. Je pense que la vie est une entreprise, c'est très des démarches entrepreneuriales. Je veux dire, au début, tu es quand même au chaud, 9 mois, tu n'as rien à faire, tout arrive à toi. À un moment donné, tu es projeté, il faut respirer, ne serait-ce que respirer par toi-même. La vie est déjà un chemin entrepreneurial en soi. Est-ce que je dois pour autant, parce que je suis née africaine, ce qui n'est pas un choix, personne ne choisit de naître africain ou européen ou peu importe, est-ce que pour autant, je dois me définir toute ma vie étant comme afro quelque chose? Tu vois, c'est une vraie question. Hein, et je pense que... C'est une vraie question, en vérité. Moi, si tu veux, sur ce sujet-là, je pense que
je pense que c'est un peu du marketing, tu vois. C'est comme moi aujourd'hui, je me définis aussi comme foodpreneur. Tu vois, c'est tous ces termes-là pour un peu à la fois catégoriser. Je trouve que ça a son bon côté et son mauvais côté, mais je pense que c'est peut-être né du fait que quand on parlait d'entrepreneuriat, on n'associait pas forcément à des Africains, à des Afro-descendants, et une frange de personnes a décidé d'affirmer en disant je suis entrepreneur. Moi aujourd'hui je le définis en disant je suis entrepreneur pour dire c'est un peu une revendication en fait. D'accord. Enfin, comment je le vois, hein, c'est vraiment ça. Et après, je pense pas que ce soit une obligation de dire ah, toi tu es forcément entrepreneur parce que tu es un peu noir. Non, pas forcément. Je pense que c'est plus une revendication. En tout cas, pour moi je le vois, c'est vraiment plutôt une sorte de revendication. Nous aussi on sait faire, nous aussi on peut faire. En fait. Là, comme tu me le définis, oui, je vois effectivement l'objectif, c'est de dire, en effet, comme tu dis, le mot marketing, et il n'y a rien de péjoratif là-dedans, c'est de dire qu'à un moment donné, en effet, il faut nommer les choses aussi pour pouvoir dépasser peut-être certaines barrières ou certaines images un peu clichés qu'il peut y avoir derrière. Et il y a une démarche de dire finalement, si je comprends bien ta démarche, c'est de dire que l'entrepreneur de la diaspora ou l'entrepreneur d'origine africaine, c'est un entrepreneur. Exactement. C'est ça. Exactement. On se rejoint complètement. Ouais. Et toi, du coup, ces entrepreneurs de la diaspora, je trouve, à travers ton parcours personnel, à travers aussi ce que tu as pu avoir avec le CPA, est-ce que tu considères qu'il y a des difficultés plus fortes que ces entrepreneurs d'origine africaine rencontrent oui. Force est de constater que oui. Notamment, alors autant quand tu adresses un marché, le problème, le marché il est le même pour tous. Hein, si tu te lances dans la food, si tu te lances dans l'immobilier, si tu te lances dans la finance, c'est le même marché quelque part. Les difficultés que nous, on a pu constater effectivement, notamment en allant à la rencontre de tous ces entrepreneurs, il y a une difficulté qui est quand même assez présente souvent. Il y a une forme de barrière mentale, psychologique, à se dire, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que c'est pour moi? Est-ce que je dois me lancer? Tu vois, dans cette phase d'oser, il y a quand même une petite barrière. Et ça, pour le surmonter, il y a deux choses. Il faut pouvoir savoir que c'est possible. Et savoir que c'est possible, c'est aussi s'identifier à des rôles modèles qui soient accessibles et identifiables. Ça, c'est essentiel. C'est-à-dire que plus tu verras d'entrepreneurs qui te ressemblent, ou de personnes qui te ressemblent dans l'espace public, et plus tu arrives à te rapprocher à ça et à oser te lancer finalement. Donc je pense qu'il y a aussi une nécessité de visibiliser, de rendre visible justement ces entrepreneurs pour que derrière ils servent quelque part de rôle modèle de façon à inspirer d'autres entrepreneurs de la diaspora à se lancer. Donc il y a cette première chose-là. Il y a une autre difficulté qui est celle bien sûr de l'accès au réseau. Donc en effet, c'est comment tu accèdes au réseau, qui est ton réseau, comment tu le constitues. Donc il y a besoin aussi d'avoir des structures qui te permettent d'avoir du réseau. Le REDA le fait très bien, par exemple. Il y en a d'autres, hein, mais tu vois, typiquement, ça c'est très important d'avoir des gens, encore une fois, qui te ressemblent, qui ont les mêmes problématiques et qui vont t'aider à progresser. Et puis la troisième difficulté, c'est le financement. Le financement pour deux raisons, c'est que soit, en effet, la personne qui va être issue de la diaspora, et je ne voudrais pas généraliser, mais c'est un constat quand même qu'on arrive à faire malheureusement assez souvent, ne vont pas avoir accès au même type de financement ou vont avoir une difficulté pour accéder au premier financement. À la Love Money par exemple, je sais que là-dessus, il y a une différence qu'on constate. Hein. Ok, que de toute façon, en général, ce sont des personnes. En général, il y a des personnes qui viennent soit d'Afrique, donc on est perçu la même monnaie, franc CFA versus l'euro, donc c'est pas évident. Et aussi, comme tu disais, le réseau, ta famille, les personnes qui sont capables de mettre de l'argent pour croire à ton projet, c'est beaucoup plus faible en fait. Exactement. Et ça, du coup, ça se ressent, on le constate aussi. Et puis, il y a aussi une thématique liée au financement qui est liée à la typologie de projet qui est portée par ces entrepreneurs-là. Pourquoi? Parce qu'en effet, quand tu es de la diaspora ou originaire d'Afrique, la typologie de projet va être soit affinitaire, et alors affinitaire, c'est-à-dire qu'elle répond à des besoins de la diaspora. Si je prends par exemple les tontines, on constate qu'en effet, c'est des choses peut-être qui vont être un peu plus adaptées à des personnes de la diaspora, ou c'est des projets entrepreneuriaux qui sont dirigés vers l'Afrique. Ça fait que lorsque tu n'es pas de la diaspora ou originaire ou que tu n'as pas de connaissance de ces marchés-là, c'est beaucoup plus difficile d'appréhender le risque ou les opportunités présentées par ces projets entrepreneuriaux. Et du coup, c'est plus difficile aussi pour un financeur de se positionner. Oui. Voilà, donc je dirais ces deux difficultés par rapport au financement, c'est un, les fonds
propres et donc l'accès au financement personnel et love money. Et de deux, effectivement, du fait de la typologie de projets portés, il va y avoir effectivement peut-être une méconnaissance de la part des financeurs de ces marchés-là qui va limiter l'accès au financement. Et c'est vraiment toutes ces thématiques-là sur lesquelles nous, on essaie au niveau du CPA de pousser pour que ces barrières qui en réalité, elles ne paraissent pas insurmontables, honnêtement. Honnêtement, ça demande beaucoup de travail. Il faut se le dire, hein, tous ceux qui ont entrepreneur habitueux, tu sais ce que c'est. Hein. Ça demande énormément de travail, ça demande énormément de motivation, ça demande énormément de persévérance. Et là-dessus, moi j'ai envie vraiment de dire, sachez qu'il existe des dispositifs, il existe des structures, il existe des réseaux pour vous accompagner, il existe des dispositifs au travers de la BPI, au travers de l'AFD, au travers du CPA. Venez nous voir, tapez à toutes les portes, au pire la porte se referme, et bien c'est pas grave. Il y en a d'autres qui s'ouvrent. Donc n'hésitez pas à les solliciter. Et on l'a tous fait. Hein. Je pense on s'est tous pris des portes. Hein. On s'est tous pris des portes. Il faut être clair. Hein. L'aventure entrepreneuriale, c'est quand même une aventure où c'est pas tous les jours où on vous dit oui. Non, c'est quand même, il faut sortir son bâton de pèlerin et y aller. Et voilà. Moi, vraiment, j'encourage les gens qui se sentent avoir cette fibre entrepreneuriale. Et tout le monde n'est pas obligé d'être entrepreneur. On peut très bien s'épanouir autrement sur plein d'autres sujets. Et pour ceux qui ont cette fibre entrepreneuriale, suivez votre rêve, il se réalisera rapidement, plus longuement, il se réalisera peut-être pas, mais suivez-le. Parce qu'en fait, le seul regret, ça serait de ne pas le suivre. De ne pas le tenter. Non, c'est bien parce que tu as directement parlé des solutions, mais je te reposerai par la question. Tu as évoqué les mentors, tu as dit que tu étais littéraire, et moi je finis toujours un peu l'entretien en demandant, est-ce que toi tu as des mentors dans ton parcours, et est-ce que tu as des livres à recommander à nos auditeurs? Alors les mentors, écoute, je crois que j'en ai eu plusieurs, mais qui sont des mentors. Alors j'ai eu des mentors virtuels comme tout le monde, hein, des Mandela, des personnes vraiment, on se dit waouh, c'est des gens qui t'inspirent et qui sont vraiment inatteignables, si tu veux, en termes. Donc il y a toujours ce genre de choses. Moi j'ai eu un mentor un peu plus concret. Ma grand-mère, par exemple, c'est quelqu'un qui est très entrepreneur, tu vois, et qui nous a montré que c'était possible de faire plein de choses dans sa vie. J'ai eu des personnes qui m'ont tendu la main à des moments où franchement je me dis heureusement qu'elles étaient là, ces personnes-là. Ça peut être des profs. Moi j'ai eu une prof, tout à l'heure je te disais que je voulais être chef cuisinier, que mon rêve s'était effondré en plein vol, et là j'ai eu une prof d'italien qui m'a dit je ne me fais aucun souci pour toi. Le niveau d'italien que tu as, j'ai jamais eu une aussi bonne élève en italien. C'est hyper valorisant en fait, et qui du coup avec ces mots-là finalement m'a permis de tenir et d'être à flot. Donc ça, c'est quelqu'un qui a joué un rôle très important dans ma vie, et elle était prof, tu vois. Et typiquement, c'est elle qui, à un moment donné, m'a dit, mais t'inquiète pas, l'avenir, il est devant toi, vas-y. Elle, je la remercierai jamais assez. Madame Gilles, vraiment, je la remercierai jamais assez. Donc tu vois, ce sont des personnes comme ça qui, à un moment donné, croient en toi, à un moment où tu ne vois plus, tu es un peu dans le brouillard et qui te tendent la main. Ça va être une personne qui va te dire, bah tiens, tu as un potentiel pour aller dans tel secteur, et qui va t'ouvrir la porte alors que tu vois même pas, tu savais même pas que la porte était là, tu vois. Donc c'est ce genre de personnes. Moi j'ai eu cette chance vraiment merveilleuse de pouvoir avoir des gens qui à un moment donné me tendent la main presque sans que je la demande. Et ça c'est formidable. C'est pour ça que je suis aussi très attachée moi à rendre ça et à tendre la main dès que je le peux, par un conseil, par un échange, une discussion, etc. Je pense que ça marche comme ça aussi. C'est comme ça aussi qu'on avance. Alors, les livres, écoute, on est rue Victor Hugo, j'ai envie de te dire Les Misérables, ça coule sous le sens, mais c'est juste un chef-d'œuvre, c'est un monument de la littérature, de par ce qu'il contient, et ce message, de par la façon dont il a été fait. C'est un projet qui a duré 11 ans, qui a été écrit pour partie à Paris, pour partie à Guernesey. Je trouve que c'est un projet entrepreneurial en soi. Moi, je suis vraiment fascinée par l'histoire, de toute cette histoire autour des Misérables, comment il a été fait, comment il a été reçu par le public et par quel public, et de tout ce qui s'en est suivi jusqu'à la panthéonisation de Victor Hugo, où il y avait plus d'1 million de personnes dans les rues. Donc c'est une formidable aventure, Les Misérables. En ce moment, je lis beaucoup, je fais une lecture monographique sur Maya Angelou. Je ne sais pas du tout. C'est une figure extrêmement inspirante justement de tout ce qui était ce combat pour les droits civiques américains. C'est formidable, je t'invite à lire. Et elle a quoi? Tu as un livre en particulier? Alors en ce moment je suis sur
Tant que je serai noire, qui explique un petit peu comment elle est devenue écrivain, Ok. son cheminement. Et le premier qu'elle a écrit, c'était Je sais pourquoi chante l'oiseau en cage, qui est juste c'est extraordinaire à lire aussi. Et voilà, il y a plusieurs livres comme ça de Maya Angelou. Qu'est-ce que je peux te recommander pour les entrepreneurs, oui, il faut lire Napoléon Hill, bien sûr, Réfléchissez et devenez riche. Ok, intéressant. Que je relis de temps en temps pour me donner un petit coup de boost, justement, quand je fais un peu connaissais pas. il est génial, je l'ai là, si tu veux. Napoléon Hill. Si tu veux, je te le prêterai, je l'ai là. Je l'ai là. Et j'ai aussi sur moi, j'ai toujours 3 livres. J'ai celui-ci et j'ai un livre sur des contes soufis, des contes qui sont vraiment... qui te permettent justement de prendre du recul par rapport à tout ce tumulte de la vie. Ça peut être des contes, j'aime tous les types de contes. J'ai Amadou Mpateba avec Il n'y a pas de petit querelle, que je te recommande aussi. Voilà, les contes, je trouve que c'est court. Franchement, tu peux lire ça dans le métro, n'importe où, et ça te permet de prendre un recul incroyable sur le tumulte de la vie. Okay. Donc voilà, c'est un petit J'ai réveillé en toi ta... Ah oui, là je suis partie, là, on pourrait faire un podcast spécifique sur les littératures. Mais je pense que ce qui est important, le message, c'est de dire finalement lisez. Moi j'ai envie de dire, moi je passe mon temps à dire aux gens lisez. Moi je lisais, je ne sais pas combien d'heures j'ai passé dans ma vie à lire. Et une grande partie de ma culture s'est faite aussi au travers de la lecture. Je ne sais pas combien de livres j'ai chez moi. Enfin, c'est juste, j'arrête pas d'acheter des livres. Et j'achète des livres. Je soutiens à fond le monde de l'édition et j'achète beaucoup de livres. J'achète beaucoup de livres faits aussi par des gens de la diaspora ou africains, que j'achète volontairement dans des librairies généralistes. Justement pour pousser tu vois, ces libraires-là s'intéressaient aussi à cette littérature. Et puis de temps en temps, j'écris des nouvelles. Quand j'ai une demi-heure, j'écris des nouvelles. Je participe à des concours littéraires. Donc, si tu me réinvites pour un podcast, le livre que je te conseillerais, ce sera un des miens. Intéressant. Et du coup, on arrive à la fin du podcast. Et en général, je demande de mettre en avant une initiative, n'importe laquelle, que ce soit afropreneuriale ou autre. Une initiative portée par... Ce que tu veux. En fait, quelqu'un que tu as envie de pousser, une initiative que tu as envie de pousser. C'est difficile. Oui, là c'est très difficile comme question parce que j'ai déjà beaucoup parlé du CPA et bien entendu, venez nous voir. Hors CPA, évidemment. Voilà. Moi j'ai envie de porter, en fait, finalement, pour revenir un peu à mes racines, à mon goût de la food, moi je suis très vraiment enthousiasmée par tout ce qui est en train de se faire autour de la food tech et de la food en général. Et notamment, et tu l'as vu lorsqu'on a fait le Food Temple, moi j'étais vraiment enthousiasmée par voir toute cette énergie que des entrepreneurs de la diaspora mettent pour valoriser les filières d'excellence africaines, pour valoriser des savoir-faire, pour valoriser des produits africains, qui aujourd'hui, quand on observe de façon très objective, les tendances food ont toute leur place. Aujourd'hui, on a la tendance du gluten-free. Mais combien de produits a-t-on en Afrique qui sont gluten-free par essence? Combien en a-t-on? Et pourquoi ne pas les valoriser? Exactement. Tu vois, pourquoi ne pas les valoriser? Pourquoi ne pas les utiliser en les réadaptant, en permettant à justement tous ceux qui ne sont pas afro de se les approprier? On peut tout à fait faire des choses très fusion. Tu vois, par exemple, la dernière fois, j'ai fait des sablés avec du bouilli. Le bouilli, c'est le pain de singe. Le pain de singe. Avec de la poudre de bouilli et du beurre de karité. Et c'était super bon. Et c'est des sablés, donc c'est accessible à tout le monde peut goûter. Voilà, tu peux faire des choses avec du bissap, l'hibiscus, là, quand je vois cette tendance de l'hibiscus, mais je pense que tous ici, là, n'est-ce pas la deuxième boisson qu'on a bu, nous qui sommes originaires de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique centrale et autres, voilà, le bissap, c'est des choses en fait qu'on a déjà en nous, qu'on connaît, qu'on utilise et qu'on boit et qu'on mange depuis toujours. Et je suis vraiment ravie de voir tous ces entrepreneurs food se les réapproprier avec des techniques et des savoir-faire traditionnels, ancestraux, en utilisant aussi des compétences qu'ils ont acquises ici, en Europe, pour en faire finalement des produits qui sont une vraie passerelle. Parce qu'encore une fois, je pense qu'au travers de la nourriture, franchement, tu ouvres et tu crées des passerelles qu'aucun autre art ne peut créer. Ok. En tant qu'entrepreneur de la food, je te dis merci. Ok. On arrive à la fin
de cet épisode. Bourri, je vais te remercier pour cet échange hyper intéressant. Retrouvez évidemment le CPA sur les différents réseaux. Retrouvez Bourri aussi. Je pense que tu es disponible sur LinkedIn. LinkedIn, Ouais, surtout. Bourri Nao. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode du podcast du village de l'Afroprenariat. Merci. Merci à tous. Merci à Upgrade de nous avoir reçus.